Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Amélie Ballaire. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, vous êtes professeure d'histoire-géographie en collège REP dans le Val-de-Marne et doctorante en histoire moderne à l'université d'Artois. Vous avez fait un master à Paris 4 sur l'intervention anglaise en France entre 1589 et 1598 dans le cadre des guerres de religion. Votre thèse porte sur la culture diplomatique dans les cours de France et d'Angleterre entre 1553 et 1625, ce qui vous permet de travailler à la fois sur les Tudors et le début des Stuarts en Angleterre, puis en France sur les Valois et les Bourbons. Vous avez co-organisé à Nantes 2 journées d'études sur les diplomates en représentation, journées d'études qui ont donné lieu à une publication des actes en mars 2021. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série sur l'Angleterre du XVIe siècle, une série qui va parler des Tudors, c'est la série Wolf-Hall. Pour commencer, pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez, Amélie, faire le pitch et la présentation de la série ? Bien sûr. Alors, Wolf-Hall, c'est une mini-série de 6 épisodes d'1 heure chacun qui est produite et diffusée par la BBC Two en 2015. Elle est l'adaptation des 2 premiers romans d'une trilogie d'Hilary Mantel qui porte sur l'accession et la chute de Thomas Cromwell sous le règne d'Henri VIII. Cette mini-série, elle est réalisée par Peter Kosminski, qui a déjà réalisé ou collaboré à de nombreuses séries pour la BBC et même pour Canal+. Il est par exemple le scénariste du téléfilm L'école du pouvoir en 2019, qui retraçait l'histoire de la fameuse promotion Voltaire de l'ENA, dans laquelle se côtoyaient Ségolène Royal, François Hollande ou Dominique de Villepin. Dans Wolf-Hall, on retrouve de nombreux acteurs bien connus des amateurs de séries britanniques. Le personnage principal, par exemple, de Thomas Cromwell est campé par Mark Rylance, que l'on a pu voir dans Le Pont des Espions de Spielberg en 2015 ou encore dans Dunkerque de Christopher Nolan en 2017. Henri VIII, quant à lui, est interprété par Damian Lewis, qui est connu pour avoir interprété également le soldat traître Nicholas Brody dans les premières saisons d'Homeland. Et enfin, autre personnage essentiel, c'est Anne Boleyn, deuxième femme d'Henri VIII, qui cette fois est interprétée par Claire Foy, que le grand public connaît notamment pour avoir interprété Élisabeth II dans la série The Crown. On peut aussi citer d'autres acteurs notables qui figurent au casting de Wolf-Hall. Mark Gatiss, scénariste et acteur de séries comme Doctor Who ou Sherlock, qui joue ici le rôle de Stephen Gardiner, ou encore Mathieu Amalric, dans le rôle de l'ambassadeur d'Espagne, Eustache Chapuis. Enfin, comme il s'agit d'une adaptation de roman, donc qui contient quelques erreurs et manipulations de chronologie, mais des historiens ont contribué comme conseiller à la réalisation de cette série, notamment le professeur Catherine Fletcher, qui est une experte de la Renaissance et de la diplomatie à l'époque moderne, notamment de la diplomatie papale en Italie au XVe et XVIe siècle. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant, Amélie, peut-être rentrer dans le pitch lui-même de la série, c'est-à-dire se dire vraiment comment fonctionnent les épisodes, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans et revoir à travers cela la chronologie de cette partie de l'histoire de l'Angleterre au XVIe siècle. Alors, bien sûr, la série elle est composée de 6 épisodes et l'action se situe entre 1529, donc 1529, on est 2 ans après la première demande d'annulation du mariage d'Henri VIII avec sa première femme, Catherine d'Aragon. Et elle se termine en mai 1536 avec l'exécution de sa seconde femme, Anne Boleyn. Les 3 premiers épisodes sont centrés autour des manœuvres visant à faire divorcer le roi Henri VIII d'Angleterre de sa première femme, Catherine d'Aragon, tante de Charles Quint. Et ils permettent de voir ces 3 premiers épisodes, le personnage principal de la série, Thomas Cromwell, qui s'élève
qui s'élève dans l'entourage d'Henri VIII, d'abord au service du cardinal Wolsey, puis d'Henri VIII lui-même et d'Anne Boleyn. Une grande place est faite dans ces épisodes à l'émergence du protestantisme en Angleterre et à la lutte menée par Thomas More contre cette hérésie. Les 3 épisodes suivants, quant à eux, sont consacrés au mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn et à la détérioration de celui-ci. Il se dessine en fond le mariage suivant pour le roi avec Jane Seymour, qui sera sa 3e femme. Le personnage de Cromwell y est un peu moins central, l'aspect religieux y est moins développé. En revanche, les enjeux internationaux autour d'alliances matrimoniales et de la concurrence entre les différentes factions nobiliaires anglaises est davantage prégnante. Enfin, juste quelques mots, cette série, c'est, que je l'ai dit, une adaptation des romans d'Hilary Mantel, ce qui donne au fil de ces épisodes quelques personnages assez caricaturaux. Cromwell y apparaît comme extrêmement sympathique, humaniste, contre la torture. Anne Boleyn, elle est telle que la représente la propagande catholique, manipulatrice, ne cherchant que le pouvoir, imbue d'elle-même, voire même sotte. Et Henri VIII, il y apparaît comme un homme naïf, manipulé par les femmes, colérique, peu intéressé par les affaires de son royaume, voire même présenté à certains moments comme un prédateur ou un violeur potentiel. Je reviendrai sur certaines scènes un peu plus tard. Alors effectivement, cette série qui évoque ce moment clé de l'histoire de l'Angleterre est en partie d'ailleurs tournée, vous l'avez dit, autour des problématiques de des transformations religieuses qui secouent le pays, comme toute l'Europe, avec à la fois l'apparition du protestantisme, de la réforme telle qu'elle est perçue en Angleterre, et puis petit à petit, peut-être ce qui va dérouler vers ce qui deviendra plus tard l'anglicanisme. Est-ce que vous pourriez commencer par évoquer cela avec nous? En particulier, vous l'avez dit, celui qui joue un rôle central là-dedans, c'est Thomas Cromwell. Alors oui, dès les premières scènes, Thomas Cromwell apparaît comme le personnage principal. D'abord, d'un point de vue privé, on le voit évoluer avec sa femme et ses filles. Il a également un fils sur lequel on pourra revenir plus tard, mais donc on le voit dans un cadre privé. Il est également vu à travers ses relations professionnelles, d'abord son travail d'avocat et de conseiller auprès du cardinal Wolsey, lorsque celui-ci est chargé par Henri VIII d'obtenir l'accord du pape pour divorcer de Catherine d'Aragon. Néanmoins, un aspect qui est très largement développé, notamment dans le premier épisode, c'est son penchant pour le protestantisme qui lui est venu lors de ses voyages en Europe continentale. En effet, dès le début du premier épisode, on le voit recevoir un exemplaire de la Bible de Tyndale, c'est-à-dire le Nouveau Testament traduit en anglais et non en latin, qui circule un petit peu sous le manteau de manière clandestine. Pour revenir très rapidement sur Tyndale, c'est donc un intellectuel anglais qui a fui l'Angleterre pour les États allemands au début du XVIe siècle. Il est notamment connu pour avoir été le premier en 1525 à terminer la traduction du Nouveau Testament en anglais qu'il tente de faire publier. Il va être attaqué pour hérésie, notamment par le fameux cardinal Wolsey, cardinal anglais, qui le fait donc condamner comme hérétique et qui fait ouvrir un procès en hérésie à son encontre en 1529. C'est donc un personnage qui est subversif et dont les écrits sont interdits en Angleterre et serait la preuve d'un ralliement au protestantisme de la part des autorités anglaises. Pour continuer, on a un certain nombre de scènes intéressantes concernant la présence des protestants en Angleterre, des scènes intéressantes qui reprennent des réunions de protestants, des
des scènes de lecture, des scènes d'échange concernant différents points de théologie. Et de la même manière, on a également mis en avant la lutte contre ces hérétiques qui est menée notamment par Thomas More, donc intellectuel catholique, anti-protestant notoire, qui, après la chute du cardinal Wolsey, va devenir chancelier d'Henri VIII, pardon. Donc Thomas More va poursuivre Tyndale pour sédition. Donc, une fois le procès du cardinal Wolsey terminé, il va poursuivre Tyndale pour sédition. Il fera poursuivre et brûler vifs quelques protestants, comme l'avocat John Bayman, qui est un ami de Cromwell. Et Thomas More est présenté ici, à juste titre d'ailleurs, comme un intransigeant envers l'hérésie. Il poursuit sans relâche les hérétiques protestants, notamment parce qu'il a peur de l'influence que ceux-ci peuvent avoir sur le roi Henri VIII. Il est d'ailleurs intéressant que dans cette série, la plupart des catholiques semblent savoir que Cromwell a des accointances avec le protestantisme, le dénonce parfois à mots couverts, mais ne s'attaque jamais véritablement à lui. C'est en fait un contexte très spécifique au début de la diffusion du protestantisme, et donc ces acteurs mènent un double jeu, à la fois catholique officiellement et protestant dans l'ombre. Il y a des scènes tout à fait intéressantes, par exemple le messager de Cromwell qui transmet des lettres entre Tyndale et Cromwell, voyage avec une croix et un chapelet dans ses bagages pour pouvoir faire croire qu'il est catholique en cas de contrôle. C'est une pratique qui est avérée et que l'on retrouve dans un certain nombre de témoignages du XVIe siècle. De la même manière, il est assez intéressant que finalement, la naissance du protestantisme, enfin la diffusion du protestantisme en Angleterre, qui va être partiellement utilisée par Henri VIII pour justifier son divorce, ou en tout cas qui va servir à Henri VIII, soit peu mise en avant quand il s'agit du roi. En effet, dans la série, on met peu en avant les réelles volontés d'Henri VIII en matière de religion. Les protestants ne le considèrent pas vraiment comme un allié, malgré son différend avec le pape, alors différend d'ordre matrimonial. Tyndale refuse même de reconnaître son divorce et d'accepter que Anne Boleyn puisse être sa femme légitime. Et hormis quelques scènes concernant le serment à faire prêter au prélat anglais qui reconnaît Henri VIII comme chef suprême de l'Église catholique, il n'y a que peu de choses dans la série qui montrent les tergiversations du roi concernant le protestantisme. Pour revenir simplement sur ce serment qui est mis en avant dans l'épisode 4 de Wolf Hall, ce serment, c'est un acte essentiel de la réforme anglicane, puisque en 1534 est édicté l'acte de suprématie qui fait d'Henri VIII le chef de l'Église d'Angleterre et qui donc rejette toute autorité du pape sur l'Église et sur les fidèles anglais. Alors, ça ne veut pas dire que les anglicans se rattachent totalement au protestantisme, mais c'est plutôt un syncrétisme entre des pratiques catholiques et des pratiques protestantes. En revanche, il y a un personnage qui est mis en avant et de manière assez intéressante, c'est le personnage de la prophétesse Elizabeth Barton, qui est donc une nonne catholique et qui prophétise que le roi ne vivra pas plus d'1 an s'il épouse Anne Boleyn. Alors,
là aussi, c'est une des personnes qui va dénoncer les catholiques dans l'entourage d'Henri VIII, qui va dénoncer Anne Boleyn, sa famille, et en partie Cromwell. C'est ici, en tout cas dans cette série, elle n'est pas vue comme la championne du catholicisme, mais elle est plutôt vue comme une provocation en accusant l'hérésie de se répandre dans l'entourage du roi. On la présente plus comme une contestation de l'autorité royale que comme une défendresse de la foi catholique. Alors, autre question, Amélie, intéressante ici à voir, c'est justement la place du mariage dans la série, c'est-à-dire on comprend bien que les questions maritales sont au cœur de cette série-là, puisqu'elles sont au cœur de l'histoire d'Henri VIII, hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, outre ça, c'était vous qui êtes spécialiste des relations internationales de cette époque-là, c'est de voir véritablement comment la série se resitue dans des enjeux majeurs en Europe, notamment dans les relations entre l'Angleterre et l'Espagne, qu'on voit très bien, mais aussi, pourquoi pas, avec la France, par exemple, qui sont les deux grandes puissances continentales de l'époque et avec lesquelles Henri VIII cherche à rivaliser. Alors, en effet, les affaires de cœur du roi sont à la fois au centre de cette série, de l'histoire d'Henri VIII et surtout de ce qu'on a retenu l'histoire concernant ce personnage-là. C'est intéressant du point de vue international puisque les négociations entre États sont très souvent liées à des questions maritales. Épouser une princesse étrangère ou faire épouser à son fils, à sa fille, un prince ou une princesse étrangère est au cœur de la stratégie politique et diplomatique des différentes royautés. Alors, vous l'avez très bien dit, les trois grandes puissances de l'époque sont l'Espagne de Charles Quint, la France de François Ier et l'Angleterre d'Henri VIII. Ces trois royaumes qui sont régulièrement en guerre, qui négocient également régulièrement des alliances. Il ne faut pas oublier que la première femme d'Henri VIII est Catherine d'Aragon, qui est la tante de Charles Quint, qui est donc une Espagnole, que les liens entre la France et l'Angleterre remontent déjà à un certain temps, puisque Louis XII avait épousé Marie Tudor, et que par conséquent, on a des alliances matrimoniales très courantes, très régulières entre ces États. Alors, d'abord, les tensions entre l'Espagne et l'Angleterre, elles naissent autour de la question du devenir de Catherine d'Aragon, puisque la répudiation, le divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon mettrait à mal les relations entre l'Espagne et l'Angleterre, d'autant que on rentre aussi dans l'honneur des familles. Répudier une femme, c'est mettre en doute l'honneur de sa famille, ici d'une famille royale. Donc c'est problématique et toute cette question-là va s'articuler avec la présence à Londres de l'ambassadeur Eustache Chapuis, qui est interprété par Mathieu Amalric, et qui a pour but de défendre la cause de Catherine d'Aragon tout en refusant de reconnaître par la suite Anne Boleyn une fois son mariage acté et consommé avec Henri VIII. Autre élément important, ça va être la négociation de mariage des enfants du roi. Donc, au cours de la série, il n'y a que 2 enfants d'Henri VIII qui sont présents sur ces 3 enfants. Donc, future Marie Ier, fille de Catherine d'Aragon, et à partir de 1533, Élisabeth, future Élisabeth Ier d'Angleterre, et fille d'Anne Boleyn. Cela se voit notamment lorsque Anne Boleyn, immédiatement après la naissance de sa fille, Élisabeth demande à Cromwell de partir pour la France pour négocier un mariage avec un prince français. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que si je fais un saut dans le temps, une des grandes
des grandes problématiques du règne d'Élisabeth Ier sera son absence de mariage et les différentes négociations avec des princes, notamment français, puisque il y aura au cours des années 1570-1580 différentes négociations pour tenter de faire épouser Élisabeth Ier avec soit François d'Alençon, soit Henri d'Anjou, les fils de Catherine de Médicis. De la même manière, Henri VIII, à la fin de la série, refuse que des négociations soient entreprises pour que Marie puisse épouser un prince étranger, notamment un prince espagnol. Il faut garder la princesse sur le territoire pour ne pas qu'elle puisse se rebeller à l'extérieur contre son père et réclamer éventuellement le titre de reine d'Angleterre. De la même manière, on n'a pas besoin forcément de rentrer dans les négociations de mariage pour avoir des liens importants entre les différents États et entre les différentes cours. L'exemple d'Anne Boleyn est assez significatif puisque, loin de l'image d'une fille de la campagne qui aurait séduit le roi, comme certains textes, certains pamphlets ou même certaines séries plus tard ont pu le montrer, Anne Boleyn, c'est une jeune fille noble qui parle très bien français, qui a d'ailleurs, entre ses 14 et ses 21 ans, vécu à la cour de France, puisqu'elle était dame de compagnie de Claude de France, et est revenue ensuite avec son père en Angleterre, donc son père qui a été lui-même diplomate et partiellement chargé de négociations entre François Ier et Henri VIII lors du fameux camp du Drap d'Or. Si je peux revenir 2 minutes sur cet épisode, le camp du Drap d'Or était une rencontre entre François Ier et Henri VIII, qui étaient tous les deux assez jeunes, ils avaient 25 et 28 ans, et qui se rencontraient pour pouvoir échanger et entreprendre une alliance entre leurs deux États. Il s'agissait notamment d'entreprendre une alliance contre Charles Quint, lui aussi jeune roi, tout jeune roi. Donc, cet aspect diplomatique, il est très présent dans la série, et notamment avec certaines scènes de négociation. J'ai parlé de l'ambassadeur de l'empereur Charles Quint, Eustache Chapuis, qui est chargé de veiller sur Catherine d'Aragon, et une fois Catherine d'Aragon morte, sur l'avenir de Marie. Il a également pour enjeu de refuser de reconnaître Anne Boleyn comme femme légitime d'Henri VIII, ce qu'il finira par faire. Et les quelques scènes dans lesquelles il apparaît permettent de voir un petit peu les pratiques qu'utilisent les diplomates, à la fois pour échanger avec le roi, mais aussi pour échanger de manière plus informelle avec les conseillers, et donc pour modifier éventuellement l'opinion ou les décisions du roi. C'est quelque chose qui apparaît dès le premier épisode, quand Cromwell se rend chez un marchand italien, Bonvisi, et qu'il y rencontre à la fois Thomas More lors d'un repas, mais aussi Eustache Chapuis, et d'autres nobles et d'autres marchands. Mais il est intéressant de constater que ces rencontres se font par l'intermédiaire soit d'étrangers, ici un Italien, soit de professions qui, a priori, n'ont peu de choses à voir avec la diplomatie, à savoir les marchands, mais qui, par leur voyage très fréquent entre l'Angleterre et les différents pays du continent, sont les plus à même de porter des lettres, de porter des messages ou de financer certaines expéditions, certaines entreprises royales, et donc de négocier, de faire office de négociateur entre les différents souverains ou leurs secrétaires. Donc, on a une concurrence très importante entre ces trois rois. Cela passe par les mariages, cela passe aussi par la question du territoire, et à plusieurs reprises, la question du devenir de la ville de Calais revient,
puisque la ville de Calais est la dernière possession anglaise sur le continent, donc dernière possession anglaise après la guerre de 100 ans. Et c'est une ville que les Français aimeraient beaucoup récupérer par la négociation. C'est une ville qui coûte cher aux Anglais. Maintenir une garnison sur le continent coûte très cher. Mais c'est un élément important symbolique pour la royauté anglaise, puisque les rois d'Angleterre se revendiquent encore dans leur titulature comme roi de France et posséder une ville, un territoire sur la côte française a un aspect symbolique extrêmement fort. C'est notamment à Calais que Anne Boleyn et Henri VIII vont secrètement se marier avant leur mariage officiel à Londres quelques mois plus tard. C'est aussi l'occasion, Wolfhall, d'évoquer la politique intérieure anglaise très troublée dans ces moments-là, et en particulier ces moments de succession dynastique. On comprend bien que le cœur, d'ailleurs, aussi des problématiques qu'il y a avec Henri VIII, c'est de trouver une femme qui va lui donner un héritier ou une héritière, qui prendra la succession des Tudors, dynastie qui est à peine au pouvoir depuis quelque temps, depuis la guerre des Deux Roses. Donc on se trouve là aussi dans ce contexte-là particulier qui transparaît bien dans la série. Alors, tout à fait. La question du mariage, c'est une autre problématique capitale et automatiquement liée au mariage, c'est la question de la succession et de l'héritier. Alors, l'Angleterre n'est pas soumise comme la France à la loi salique. Néanmoins, il y a une très forte présomption d'incompétence envers les femmes et notamment d'incompétence à régner et à diriger les affaires d'un royaume. Même si les femmes ont eu une importance capitale dans la guerre des Deux Roses, justement, dans l'accession au trône des rois, elles n'en sont pas moins que des femmes dans l'esprit des hommes de la Renaissance. C'est quelque chose qui va se poursuivre assez longtemps, même quand Marie Ier ou Élisabeth Ier seront au pouvoir. Je pense par exemple à John Knox qui fait paraître en 1558 un pamphlet intitulé « Premier coup de trompette contre le gouvernement monstrueux des femmes ». Tout est dans le titre, il est monstrueux. Il est impensable d'avoir des femmes qui seraient des dirigeantes aptes à régner. Néanmoins, la question de la succession, elle est particulière en Angleterre, puisque techniquement, elle pourrait déjà être assurée par Marie, donc fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII. Mais ce qui est attendu pour sécuriser cette dynastie, c'est l'arrivée d'un héritier mâle. En effet, les femmes doivent être mariées, les jeunes princesses doivent être mariées, et une princesse ne peut être mariée qu'à quelqu'un d'un rang au moins équivalent, si ce n'est supérieur au sien, et donc pourrait tout à fait être sous l'emprise d'un prince étranger, ce qui poserait, en termes d'indépendance du royaume, un certain nombre de problèmes. Alors, en principe, il n'y a pas de problème à la succession par le biais des femmes, mais donc des réticences importantes. Et donc, l'enjeu, c'est avoir une femme qui est capable de fournir un héritier mâle au royaume. Anne Boleyn, c'est censé être son rôle, ce qui explique la déception et la perte de confiance petit à petit que Henri VIII va éprouver à l'encontre de sa deuxième épouse quand, immédiatement après son mariage, elle va donner naissance, là aussi, à une petite fille, Élisabeth. Et cette question de la succession, elle est pleinement consciente chez les différents acteurs, chez les différents protagonistes, puisque en 1534, au moment de l'acte de suprématie, Anne insiste pour que sa fille ne soit pas écartée de la succession directe et qu'elle soit bien présente dans l'écriture du serment qui est de fidélité au roi. Donc, cette problématique de la succession, elle fonde la question du pouvoir, du maintien du pouvoir en Angleterre. C'est aussi un des fondements de la série et il revient en filigrane tout au long des épisodes, puisqu'il permet également de mettre en lumière les concurrences
en termes de politique intérieure entre les différentes familles de la noblesse, les différentes factions. Il s'agit de marier sa fille au roi pour pouvoir garantir la pérennité de sa famille, mais aussi tous les avantages qui seraient liés à la proximité avec le roi. On est donc dans une perspective d'ascension sociale pour des familles qui sont déjà très bien implantées dans la politique anglaise. Si on prend le cas des Boleyn, Anne Boleyn est la nièce du duc de Norfolk, qui est quand même un personnage très important. Encore une fois, ce n'est pas une fille de la campagne qu'aurait par hasard rencontré Henri VIII. Et il en va de même pour la future femme, pour la troisième femme d'Henri VIII, qui est Jane Seymour. Jane Seymour, en effet, appartient donc à la famille des Seymour, qui sont des proches de la royauté, qui sont des proches des Tudors, qui sont assez implantés, très implantés comme conseillers, et par conséquent qui ont leurs entrées, notamment avec des filles qui sont dames de compagnie de la reine, et par conséquent qui sont proches du pouvoir. Il est intéressant d'ailleurs de constater que le titre de la série, je n'en ai pas vraiment parlé, donc Wolf Hall, c'est le nom de la demeure dans laquelle vivent les Seymour, qui ne sont pas les personnages principaux, mais qui, au-delà du jeu de mots autour des loups carnassiers qui veulent se déchiqueter entre eux, comme référence à la politique intérieure du royaume, cela préfigure en fait ce qui viendra après, à savoir la troisième femme d'Henri VIII, qui celle-là mourra en couche en donnant un héritier mâle à Henri VIII en la personne d'Édouard VI. Cette opposition entre les familles Boleyn et Seymour, elle est caricaturale tout de même, telle que présentée dans la série, en tout cas pour cette période-là. Elle deviendra beaucoup plus importante au moment de la minorité du fils d'Henri VIII, Édouard VI, puisque tout l'enjeu sera de contrôler le roi, qui est encore un très jeune homme, et d'écarter les enfants précédents, des mariages précédents d'Henri VIII, pour ne pas qu'elles aient de revendications au trône. Ces familles nobles, elles jouent donc un rôle qui est important dans les prises de décision du roi, d'abord en jouant sur son besoin, sur son envie de nouvelles amantes, toujours plus jeunes, mais aussi en se posant comme conseiller du roi à la fois dans ses affaires de cœur, mais aussi dans ses affaires politiques et internationales. Alors, il y a très peu dans la série, très peu de références de conseils concernant les affaires ecclésiastiques et religieuses. Celles-ci sont plutôt le fait des prélats, qu'il s'agisse de Wolsey, de Thomas Cromwell, de Stephen Gardiner, autres catholiques, mais on voit peu ces familles s'impliquer dans les affaires religieuses, notamment parce qu'il s'agit encore à l'époque d'un sujet assez sensible pour lequel on peut rapidement perdre sa tête ou finir brûlé. Une question maintenant autour des femmes, Amélie, parce que on l'a évoqué en filigrane tout au long de l'émission, les femmes jouent un rôle central dans cette série-là, hein, ne serait-ce que pour les politiques de mariage. Alors, on va, dans le podcast aussi, avec Élodie Conti, on va réévoquer cette place des femmes. On l'a déjà évoqué d'ailleurs en partie pour ces séries-là. Hein. Je renvoie à l'émission Femmes et pouvoir qui est disponible sur notre site internet histoireensérie.com. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à travers cette série-là? Parce que vous l'avez dit, hein, à la fois stratégie matrimoniale, stratégie politique, mais aussi on voit bien que certaines femmes jouent un rôle clé elles-mêmes dans la politique. Oui, alors à titre très, très, très personnel, je trouve que cette série qui se veut, en tout cas la série de livres est
l'adaptation se veulent féministes, mais je les trouve très caricaturales dans la place faite aux femmes. Alors, il est vrai qu'on sort un peu de l'image des femmes comme simple objet de négociation ou d'échange. Que ce soit en termes de politique intérieure ou extérieure. Néanmoins, un certain nombre de personnages sont assez caricaturaux, à commencer par celui qui est central, qui est celui d'Anne Boleyn, et même celui de Marie Boleyn, sa sœur aînée, ancienne amante d'Henri VIII, qui n'est présentée que sous les traits d'une femme jalouse qui essaie de se venger ou au moins de discréditer sa sœur Anne. Donc le personnage d'Anne Boleyn est assez particulier. Il est donc à mon sens peu réaliste et donc assez caricatural. On la voit jouer un très grand rôle dans la chute de Wolsey. Elle se montre assez dure, assez condescendante avec l'ensemble de ses interlocuteurs. Ça tient beaucoup à la performance de Claire Foy, qui campe une Anne Boleyn assez hautaine, qui a un goût du pouvoir, qui lui permet de contrôler tout son entourage. De la même façon qu'on la voit se comporter de manière assez antipathique avec ses dames de compagnie. Dans le dernier épisode, elle va jusqu'à frapper Lady Rochefort, qui est à la fois cette dame de compagnie, mais également la femme de son frère. La voir menacer Cromwell en lui disant quelque chose qui est très particulier d'ailleurs, en lui disant que tout ce qui a été fait peut être défait. Alors c'est très ironique parce que c'est également Cromwell qui lui a permis d'être reine et c'est lui qui va hâter sa chute à la demande d'Henri VIII. Mais on a ce personnage qui en fait semble avoir peu de vue politique et être vraiment uniquement dans la poursuite d'un mariage royal et en fait, d'assurer son propre plaisir et son propre pouvoir. Or, les historiens et les historiennes qui ont travaillé sur le personnage d'Anne Boleyn sont sortis de cette légende noire forgée notamment par les catholiques, par les opposants catholiques, sous le règne de Marie Ière et sous le règne d'Édouard VI, mais donc sont sortis de cette image de bécasse sans cervelle qui voudrait simplement devenir reine. Anne Boleyn, elle a un rôle politique assez important en tant que conseillère. Elle est aussi proche de la réforme et va inspirer, en tout cas conseiller Henri VIII sur les changements qui peuvent être apportés et sur le fait de se proclamer roi, enfin, en tout cas chef plutôt de l'Église d'Angleterre. Et donc, on est loin de ce personnage caricatural que voudrait montrer la série ou même les livres. De la même façon, les dames de compagnie de la reine, qui sont elles aussi montrées très hautaines, mais aussi avides de ragots et peut-être même sans cervelle, sont finalement des femmes de la noblesse et qui ont elles aussi à cœur les intérêts à la fois de leur famille mais aussi de leur maîtresse, puisque elles agissent comme autant d'agents de renseignement sur ce qui peut se passer à la cour et sur les personnes qui porteraient de l'intérêt ou au contraire qui en voudraient à la reine. Et en ça, elles forment un réseau qui est loin de cette image de femmes qui se prélasseraient dans le luxe ou dans l'oisiveté. Autre profil de fille intéressante qui émerge dans cette série, c'est la place consacrée aux filles des intellectuels qui sont présents, en l'occurrence Thomas More et Thomas Cromwell. Ces jeunes filles, ces enfants, en fait, sont présentés comme éduqués, comme cherchant à apprendre le grec et le latin. Entre autres, on rentre dans l'image, dans l'idéal de l'éducation humaniste.
Et justement, cette éducation humaniste portée aux filles, elle est mise en avant de manière assez intéressante. Ces jeunes filles savent lire, ces jeunes filles ont un intérêt particulier et ont des pères qui les poussent à faire des études. Alors certes, elles ne sont encore que des enfants, elles ont 10, 12 ans dans la série, mais il est intéressant de voir qu'on les met en avant, on ne les rejette pas, en laissant uniquement la place aux jeunes hommes qui devraient embrasser ensuite des carrières d'avocats, de prélats ou autres. Enfin, dernier personnage intéressant, j'en ai déjà parlé brièvement, c'est celle de cette nonne prophétesse Elizabeth Barton, qui alors, est présentée à la fois comme une nonne qui est manipulée par son père confesseur, enfin par le prêtre confesseur qui la suit, et donc serait un instrument anti-protestant, mais à la fois, dans ce qui est présenté d'elle dans la série et dans ce que les historiens ont pu mettre en évidence la concernant, on observe qu'elle a quand même une certaine autonomie, à la fois en termes de prédiction, vraie ou fausse, peu importe, mais en termes de prédiction, mais aussi face au roi, dans la façon de s'adresser à lui et de maintenir ces prédictions qui passent pour de la trahison, puisqu'elle prédit la mort à venir du roi s'il persiste dans ses choix. Elle sera d'ailleurs condamnée pour trahison et elle sera brûlée. On a donc une variété de profils concernant les femmes dans cette série qui sont assez divers mais assez intéressants, assez éclectiques. Et l'ensemble de ces profils permettent tout de même de voir que ces femmes, elles ont une action autonome. Elles ne sont pas uniquement manipulées par leur famille ou leur camp religieux, mais elles sont également mues par des motifs personnels, politiques, qui leur sont propres. Et donc, elles ont une agentivité certaine, puisqu'elles poursuivent leur propre but. Amélie Valère, merci beaucoup pour cette présentation de Wolf-Hall, la série autour d'Henri VIII en tout cas, et des personnages clés comme Thomas More, on l'a vu, ou Thomas Cromwell, et des différentes femmes comme Anne Boleyn qui ont gravité autour de lui. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur le site internet histoireensérie.com, sur laquelle les auditeurs pourront aller approfondir les connaissances sur cette période. Et puis donc, un résumé de l'émission est disponible sur notre site internet histoireensérie.com. Il y a aussi le groupe Facebook sur lequel on peut discuter et échanger autour des séries, donc d'Histoire en série, et vous nous retrouvez l'actualité sur le fil Twitter @Histoire en série qui permet là aussi de voir quelles sont les prochaines émissions que l'on aura en ligne et de discuter sur celles qui sont diffusées. Merci beaucoup pour cette présentation Amélie, puis j'espère à bientôt pour une autre série. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel latches to clean. Such a beautiful planet populated by your